Alors, on va vous revoir brièvement la crypto, ok? Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pour les nuls comme moi, donc ça va aller très très vite. Mais on va se rafraîchir un peu la mémoire. Donc la crypto, c'est un sujet important. Il est utilisé dans un large éventail d'applications, presque partout sur Internet. Et il faut bien comprendre que on a besoin de cryptographie vraiment partout. Sans chiffrement, les communications sur Internet seraient très peu sûres. Et il serait très facile pour quelqu'un de voir les données. Heureusement, c'est pas le cas, puisque presque toutes les données que vous obtenez envoyées sur Internet sont chiffrées et ne peuvent pas être lues en texte brut, hein, ce qu'on appelle du plain text, par opposition au ciphertext, ok, en anglais. Donc, on va voir un petit peu, revoir les principes. Vous savez qu'il y a deux types de crypto, deux familles, les symétriques et les asymétriques. Alors, qu'est-ce que la cryptographie symétrique? Bah, disons qu'Alice veut envoyer un message à Bob, mais qu'elle ne veut pas envoyer le message en texte brut, car tout le monde peut le lire. Elle a une recette. euh, Donc, sa recette, c'est quoi? C'est le cryptage. Ok? Et avec cette recette, bah, Bob, il va utiliser la même recette, mais il va faire la fonction inverse. Ok? Avec sa recette, Alice va pouvoir cacher les mots que contiennent sa lettre et l'envoyer à Bob. Et Bob va pouvoir récupérer les mots cachés et les rendre visibles. Ok? Donc chiffrement, déchiffrement. On ne parle pas de cryptage, on parle de cryptage qu'en anglais. La seule cas en français où on parle de décryptage. Pourquoi décryptage et pas déchiffrement? Parce que décryptage, c'est quand vous arrivez à casser un, de la cryptographie en fait, et sans utiliser la clé de chiffrement. Mais généralement, on utilise du chiffrement, du déchiffrement. Le décryptage, c'est déchiffrer sans avoir la clé. Dans ce cas-là, on peut parler de décryptage. Donc la recette, on appelle ça une clé, hein, dans la cryptographie symétrique, et les deux utilisateurs ont la même clé pour chiffrer et déchiffrer les messages. Le problème, c'est que vous le voyez bien, c'est que sur Internet, il va falloir transmettre cette clé, ok, puisque c'est un, c'est du symétrique, et rien ne vous dit qu'il n'y a pas un utilisateur malveillant qui va faire du eavesdropping, qui va intercepter les communications, qui va faire une attaque de l'homme du milieu, pardon, et qui va pas récupérer la clé, ok? Et s'il récupère la clé, tout comme Alice et Bob, il pourra lire l'intégrité des messages. Alors pourquoi l'asymétrique? Eh ben dans l'asymétrique, les clés de chiffrement et de déchiffrement sont différentes en fait. La clé de chiffrement ne peut être utilisée que pour le chiffrement et celle de déchiffrement que pour le déchiffrement. Ok? Donc la clé de chiffrement, on appelle ça une clé publique. Vous les connaissez toutes. Vous pouvez les partager sur Internet. Ok? Vous pouvez donner à n'importe qui votre clé publique. Par contre, à l'inverse, vous savez que comme son nom l'indique, la clé privée qui permet de déchiffrer, il faut la garder tout le temps avec vous. Ok? Soit sur un support amovible, soit localement sur votre ordinateur, mais au grand jamais ne se faire pirater cette clé ou la partager, puisque ça reviendrait à mettre en question toute la cryptographie mise en place. Ok? À partir du moment où on accède à votre clé privée, votre clé publique ne sert plus à rien. Ok? Il faut générer une nouvelle clé privée. Donc, et pourquoi la symétrique alors est utilisée? Bah, c'est parce que c'est beaucoup plus sûr. Ok? La cryptographie symétrique, si quelqu'un, comme je vous le disais, prend votre clé, bah, il peut faire ce qu'il veut avec vos messages. En asymétrique, il ne peut pas décrypter les messages que vous avez chiffrés avec la clé publique. Seul le détenteur de la clé privée peut les déchiffrer. Alice veut parler à Google. Google donne à Alice une clé publique. Alice chiffre son message avec la clé publique et l'envoie à Google. Google déchiffre le message avec sa clé privée et renvoie à Alice ce qu'elle voulait. Donc ça, il y a un handshake, ok, un échange de poignées de main via des algorithmes de chiffrement. Le plus célèbre qu'on utilise tous les jours, c'est quoi?
HTTPS, ok, avec son petit cadenas. Donc, la grosse différence, c'est que la crypto symétrique, elle est beaucoup plus rapide que l'asymétrique. Mais l'asymétrique est plus sécurisée. Donc, dans la vraie vie, j'aime pas cette expression, ok? Mais généralement, il y a un mélange des deux, en fait. On va se servir quand on a besoin d'être très rapide de l'asymétrique, ok? Admettons pour établir une communication, un handshake. Et une fois que le handshake est établi, on passe à de l'asymétrique, ok? Mais vous comprenez bien que si on utilisait tout le temps de l'asymétrique, ça serait beaucoup plus lent, ok? Et les gens, ils veulent pas attendre. C'est pareil, si je fais de l'asymétrique sur des... Bon, alors maintenant, les téléphones portables ont des puces spécialisées pour faire de la crypto, mais avant, ça demandait énormément de ressources de faire de l'asymétrique. Donc, ça aurait mis les téléphones à terre, ok? Ça demandait trop de puissance. Là, aujourd'hui, on combine les deux. Ça dépend des cas, ça dépend des protocoles utilisés. Donc la plus sécurisée, on l'a vu, c'est l'asymétrique. Je vais repasser en anglais quand même parce que lui, il attend de l'anglais. Donc asymétrique en anglais, hein, et symétrique. Ça, c'est le bon côté de l'anglais, c'est que ça ressemble à nous. Là, pour le coup, on parle de symétrique crypto, d'asymétrique cryptographie. Ok. Donc, qu'est-ce qui est le plus sûr? On a vu que c'est l'asymétrique. Oui, merde. C. Ah oui, c'est avec un C. Oh, la boulette. La plus rapide. À l'inverse, c'est l'asymétrique. Plutôt, bah, je pense plutôt de l'asymétrique, hein. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser pour chiffrer vos messages euh, en mode asymétrique? Bah, une clé. On va utiliser quoi? Pour chiffrer, c'est la public key. Et pour déchiffrer, la private key. Donc, est-ce que la crypto symétrique utilise deux clés différentes pour le chiffrement et le déchiffrement? Bah non, on l'a vu, c'est bien le problème. Maintenant, on va voir le principe du hash, ok? Parce qu'on craque tout le temps des hashes et tout ça, mais on va voir un petit peu les principes, comment c'est utilisé notamment pour vérifier l'intégrité de vos données. Quand vous téléchargez un fichier, on peut tout à fait... Tiens, il faut que je le réinstalle d'ailleurs. Faut que je le réinstalle. Je vous montre un truc, je prends n'importe quoi. Allez, un PDF. Là, je peux pas le faire. Je peux me baser que sur ces informations qui sont dans le détail. Mais imaginons que Toto, qui m'a envoyé un H, ok, et ben moi, une fois que j'ai terminé de télécharger le fichier, je peux vérifier le H. Comment je vais faire? Je vais aller récupérer un petit utilitaire que je vous conseille. Et très souvent, vous savez, sur les sites sérieux, ils vous disent le hash en fait du fichier. Ça permet de vérifier que le fichier n'a pas été modifié entre-temps par une attaque de l'homme du milieu et ça permet de vérifier que le fichier est intègre, il n'a pas été corrompu au niveau de ses données. Donc allez récupérer Hashtab que je vous conseille et vous allez voir la puissance de l'outil. Alors sous Linux, vous savez qu'on a plein de commandes pour vérifier le hash et de programmes. Mais là, on va se l'installer sur Windows et ça évitera de faire des commandes en PowerShell. Voilà. Et ça va nous calculer la somme de nos haches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais dans Propriétés, j'ai un nouvel onglet qui est apparu. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il vous calcule trois valeurs de hachage. Une en 32, une en MD5 et une autre en SHA. SHA 1. Donc c'est plutôt cool.
Ça permet de faire gagner du temps. Et quand le site vous dit, bah écoutez, voilà le hash, la valeur de hachage, eh ben, vous le copiez, ce qu'il y a sur le site, et là, il vous dit tout de suite, non, 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 là, c'est pas le bon. Le fichier, c'est pas celui d'origine. Et si ça correspond à une de ces trois, donc utilisez la bonne fonction, ok, soit du MD5, soit du SHA-1, je vous conseille parce que bon, le CRC, c'est un peu trop facile, mais le SHA ou le MD5, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème, et ça va permettre, ok, de vérifier. Donc là, on va vérifier via MD5, il y a une fonction de hachage en crypto très populaire avec une empreinte de 128 bits. Le SHA-1, c'est une empreinte de 160 bits, ok. Et généralement, après, on a du SHA-256, 512, mais là, malheureusement, je crois que maintenant, la version payante, avant, il nous calculait aussi le SHA-256. C'est dommage, on n'a plus que ces trois-là. Mais bon, ça fait le taf. Je vous conseille, c'est un tout petit programme, il prend pas de mémoire, et c'est toujours bon à avoir. Donc revenons à notre hash. Donc, les hashages sont de longues chaînes de lettres et de chiffres générés par des algorithmes de hachage. En fait, ils prennent du texte brut et ils le hachent. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction de hachage et en théorie, elles ne sont pas réversibles. Il n'y a aucun moyen de déchiffrer, décoder un hachage. Ça dépend. Mais en théorie. Donc, on prend du texte clair, j'utilise un algorithme de hachage, c'est ma fonction de hachage, et une fois que c'est passé à la moulinette, je récupère un, un milli-mélo hein, de caractères. Ok? Ça a été chiffré via une fonction de hachage. Donc c'est plus du plain text. Ça devient du hashed text ou du cipher text. Ok? Donc c'est pas tout à fait du chiffrement, mais ça permet le même résultat. Ça permet quoi? Ça permet l'offuscation. Ok? Du texte d'origine. Je ne peux plus le lire. Avant, c'était du texte en clair, je pouvais le lire. Là, c'est du texte qui est haché. Ok. Donc, les deux algos, comme je vous disais, on a MD5, Message Digest 5, et le Secure Hash Algorithm. Donc, à quoi ressemble le mot bonjour sous une forme de hachage MD5? Eh ben, ça donne 5. Ok. Et je vais peut-être vous le montrer. Ah non, je l'ai pas là, mais oui, si on décrypte MD5, là, vous pouvez le faire en ligne, hein, c'est pas bien compliqué. Et on va voir que si je fais ça, je fais déchiffrer. Hello, on est d'accord. Donc à quoi servent en fait les fonctions de hachage? Eh ben, l'utilisation la plus courante en fait, c'est d'identifier des fichiers et le stockage de données sensibles comme des mots de passe. Ok. On va pas stocker des mots de passe en clair, on va leur appliquer une fonction de hachage. Lorsque vous créez un compte sur un site, votre mot de passe est converti via une fonction de hachage et ce hachage est stocké dans une base de données du serveur. Comme ça, si on vient à pirater la base de données du site web, plutôt que trouver votre mot de passe en clair dans la base, comme ça se faisait il y a quelque temps encore, hein, eh ben, on se retrouve avec une fonction de hachage. Le problème, vous le voyez bien, qu'est-ce qu'il nous disait? C'est pas réversible. Sauf que vous voyez bien que certains algorithmes de hachage maintenant sont trop faibles pour la puissance de calcul des ordinateurs. Et vous voyez comment le MD5, on peut le déchiffrer sans aucun problème en lançant des attaques. Alors il y a diverses attaques, mais soit sur les courbes elliptiques, soit des attaques de force brute ou de bit flip. Ok, c'est les trois grandes famille d'attaques en crypto, on va dire. Il y en a d'autres, mais je vous mettrai des ressources de toute façon si vous voulez un petit peu creuser. Mais voilà comment ça se passe. Et là, on voit que le MD5, c'est très bien pour comparer si mon fichier n'est pas corrompu et qu'il a bien été téléchargé. Par contre, si je dois commencer à mettre mes mots de passe en MD5 dans une base de données pour faire fonctionner un site, eh ben là, j'ai toutes les chances que le hacker, malgré la fonction de hachage, il puisse récupérer mes mots de passe. Ok? Et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait un capture de flag. On arrive à faire l'opération inverse, alors qu'en théorie, c'est pas possible. Ok? Donc, revenons à nos moutons.
Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous vous connectez, le mot de passe que vous saisissez sera lui aussi converti sous forme de hash et le serveur le prendra, il va faire une comparaison, opération mathématique, et si c'est bon, bah, le mot de passe est correct, le serveur vous laisse rentrer. OK? Vous connectez. Donc les HHGMD5 sont également utilisés pour garantir l'intégrité des données et des fichiers. Ça, je vous l'ai dit au début, étant donné que l'algorithme de hachage produit toujours la même sortie pour la même entrée donnée, il peut être utilisé pour comparer un fichier source avec un fichier nouvellement créé. OK? Vérifier qu'il est intact et non modifié. Donc il existe de nombreux asserts, mais on va pas les voir ici, on va se focaliser sur les plus simples. On voit tout le temps, c'est le chat et le MD5. Donc, quel est le H MD5 de HRCall? euh, donc HSRCall, bon, on a qu'à aller là, on va pas s'embêter. Faire ça, hop, si je le chiffre, ça nous donne ça. Donc MD5, on a vu, message digest, 5. Qui a créé le MD5? MD5. Ah non. 4, 5. Donc le principe de collision, c'est ça en fait. Il faut empêcher les collisions. Les collisions, ça permet de casser de la crypto. Ça peut être un autre moyen dont je vous ai pas parlé. Mais on essaye d'éviter la collision parce qu'en provoquant la collision, on affaiblit un système de cryptographie et on peut du coup trouver la solution en fait, si vous voulez. Et puis on a les rainbow tables aussi qui permettent de craquer en fait, hein. Donc ça, c'est des énormes tables de données, comme une base de données, si vous voulez, et qui vont permettre de s'appuyer là-dessus pour considérablement réduire le temps pour casser et craquer certains algos. Donc, c'est une bonne question, qui c'est qui a créé ça? Donald Rivest. Parfait. Donc, différence entre l'encodage et le cryptage. Ouais, disons que vous avez un fichier chiffré, la seule façon de le déchiffrer, c'est d'utiliser sa clé, on est d'accord. Alors que les données encodées peuvent être décodées immédiatement, on n'a pas besoin de clé. C'est pareil pour un hash. C'est pas une forme de chiffrement, comme je vous disais, c'est juste une façon de représenter les données. Mais comme les données sont représentées différemment, on est bien d'accord qu'on ne pourra pas lire les données. Ça, moi, de tête, je ne sais pas le lire. Par contre, peut le décoder sans problème en base 64. Allez, on va s'amuser. Voilà, hop, ok. Melon. Et si on doit faire l'opération inverse, non, je vais encore. Pardon. Ah non. Donc, survol rapide, ok. Et bon, c'est pas bien compliqué, on a vu vraiment les bases. Mais en tout cas, comme je vous disais, c'est toujours bon de connaître le hash, hein, ne serait-ce que quand je vais choper mon image de Kali Linux, je vous disais, installer hashtag, ok? Et quand je vais dans Download, justement, hop, qu'est-ce que j'ai là? Ah bah eux, ils nous le donnent en SHA-256. Donc là, pour le coup, il faudrait que je trouve il faut trouver une vieille version de d'Hashtab, ces enfoirés, parce que maintenant, il faut payer, comme d'habitude. Donc je vais essayer de trouver une vieille version. Je vous la mettrai en description.
Et vous voyez, bah, vous avez plus qu'à comparer en fait, hein. Voilà le H. Ok. Bon là ça ne marchera pas, vous êtes d'accord, parce que je n'ai pas le fichier, mais je serais allé hop, dans propriété, dans hachage, j'aurais copié et j'aurais vérifié si c'est bon avec ma fonction de hash. Alors, on se retrouve avec ça et petit addendum parce que ouais, j'avais pas bu mon café encore. Je vous disais ouais, on est bloqué, il y a que 3 algos et tout. Donc vous prenez la dernière version, tout va bien, on peut respirer. Vous faites tout sélectionner, ok. Vous prenez ce que vous voulez et surtout mettez les hachages en minuscules, ok. Ça sera beaucoup plus facile pour comparer en fait, honnêtement. Sinon c'est trop gros. Vous savez que ces fenêtres là de propriété, on peut pas les agrandir. Donc laissez comme ça. Là ça calcule ma fonction de hash. Voilà. Et là, j'ai les hash. J'ai tous les hash. Ok. Donc là, vous vérifiez 256. Ce que vous voulez. Voilà. Petite astuce. Donc pensez à aller dans paramètres. Hein. Sinon, par défaut, bon, c'est utile, mais il n'y a que du MD5, du SHA-1. Il n'y a pas surtout le SHA-256 qui est utilisé maintenant sur la plupart des sites web. Ok. Quand vous téléchargez un fichier. Voilà.